Lettre 7. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Si je ne t'ai rien dit de mon mariage, c'est que je ne suis pas plus instruite que le premier jour. Je m'accoutume à n'y plus penser, et je me trouve assez bien de mon genre de vie. J'étudie beaucoup mon chant et ma harpe. Il me semble que je les aime mieux depuis que je n'ai plus de maître, ou plutôt c'est que j'en ai un meilleur. Monsieur le chevalier d'Ancenis, ce monsieur dont je t'ai parlé et avec qui j'ai chanté chez Madame de Merteuil, a la complaisance de venir ici tous les jours et de chanter avec moi des heures entières. Il est extrêmement aimable. Il chante comme un ange et compose de très jolis airs dont il fait aussi les paroles. C'est bien dommage qu'il soit chevalier de Malte. Parenthèse, chevalier de Malte, c'est un ordre religieux. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que elle imagine que du coup il ne peut pas se marier. Donc c'est bien dommage qu'il soit. Je reprends. C'est bien dommage qu'il soit chevalier de Malte. Il me semble que s'il se mariait, sa femme serait bien heureuse. Il a une douceur charmante. Il n'a jamais l'air de faire un compliment, et pourtant tout ce qu'il dit flatte. Il me reprend sans cesse, tant sur la musique que sur autre chose, mais il mêle à ses critiques tant d'intérêt et de gaieté qu'il est impossible de ne pas lui en savoir gré. Seulement quand il vous regarde, il a l'air de vous dire quelque chose d'obligeant. Il joint à tout cela d'être très complaisant. Par exemple, hier, il était prié d'un grand concert. Il a préféré de rester toute la soirée chez maman. Cela m'a bien fait plaisir, car quand il n'y est pas, personne ne me parle et je m'ennuie, au lieu que, quand il y est, nous chantons et nous causons ensemble. Il a toujours quelque chose à me dire. Lui et Madame de Merteuil sont les deux seules personnes que je trouve aimables. Mais adieu, ma chère amie. J'ai promis que je saurais pour aujourd'hui une ariette dont l'accompagnement est très difficile, et je ne veux pas manquer de parole. Je vais me remettre à l'étude jusqu'à ce qu'il vienne. De tu tu tu. Ce 7 août 1700 tu tu. Lettre 8. La présidente de Tourvel à Madame de Volanges. On ne peut être plus sensible que je le suis, madame, à la confiance que vous me témoignez, ni prendre plus d'intérêt que moi à l'établissement de mademoiselle de Volanges. C'est bien de toute mon âme que je lui souhaite une félicité dont je ne doute pas qu'elle ne soit digne, et sur laquelle je m'en rapporte bien à votre prudence. Je ne connais point monsieur le comte de Gercourt, mais, honoré de votre choix, je ne puis prendre de lui qu'une idée très avantageuse. Je me borne, madame, à souhaiter à ce mariage un succès aussi heureux qu'au mien, qui est pareillement votre ouvrage, et pour lequel chaque jour ajoute à ma reconnaissance. Que le bonheur de mademoiselle votre fille soit la récompense de celui que vous m'avez procuré, et puisse la meilleure des amies être aussi la plus heureuse des mères. Je suis vraiment peiné de ne pouvoir vous offrir de vive voix l'hommage de ce vœu sincère, et faire, aussitôt que je le désirerai, connaissance avec mademoiselle de Volanges. Après avoir éprouvé vos bontés vraiment maternelles, j'ai droit d'espérer d'elle l'amitié tendre d'une sœur. Je vous prie, madame, de vouloir bien la lui demander de ma part, en attendant que je me trouve à portée de la mériter. Je compte rester à la campagne tout le temps de l'absence de monsieur de Tourvel. J'ai pris ce temps pour jouir et profiter de la société de la respectable Madame de Rosemonde. Cette femme est toujours charmante. Son grand âge ne lui fait rien perdre. Elle conserve toute sa mémoire et sa gaieté. Son corps seul a 84 ans. Son esprit n'en a que 20. Notre retraite est égayée par son neveu le vicomte de Valmont, qui a bien voulu nous sacrifier quelques jours. Je ne le connaissais que de réputation, et elle me faisait peu désirer de le connaître davantage, mais il me semble qu'il vaut mieux qu'elle. Ici, où le tourbillon du monde ne le gâte pas, il parle raison avec une facilité étonnante,
et il s'accuse de ses torts avec une candeur rare. Il me parle avec beaucoup de confiance, et je le prêche avec beaucoup de sévérité. Vous qui le connaissez, vous conviendrez que ce serait une belle conversion à faire. Mais je ne doute pas, malgré ses promesses, que 8 jours de Paris ne lui fassent oublier tous mes sermons. Le séjour qu'il fera ici sera au moins autant de retranché sur sa conduite ordinaire. Et je crois que, d'après sa façon de vivre, ce qu'il peut faire de mieux est de ne rien faire du tout. Il sait que je suis occupé à vous écrire, et il m'a chargé de vous présenter ses respectueux hommages. Recevez aussi le mien avec la bonté que je vous connais, et ne doutez jamais des sentiments sincères avec lesquels j'ai l'honneur d'être, etc., etc. Votre amie la plus chère, votre... je ne sais quoi. Du château de... ce 9 août 1700... Lettre 9. Madame de Volanges à la présidente de Tourvel. Je n'ai jamais douté, ma jeune et belle amie, ni de l'amitié que vous avez pour moi, ni de l'intérêt sincère que vous prenez à tout ce qui me regarde. Ce n'est pas pour éclaircir ce point que j'espère convenu à jamais entre nous que je réponds à votre réponse. Mais je ne crois pas pouvoir me dispenser de causer avec vous au sujet du vicomte de Valmont. Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à trouver jamais ce nom-là dans vos lettres. En effet, que peut-il y avoir de commun entre vous et lui? Vous ne connaissez pas cet homme. Où auriez-vous pris l'idée de l'âme d'un libertin? Vous me parlez de sa rare candeur? Oh oui! La candeur de Valmont doit être en effet très rare. Encore plus faux et dangereux qu'il n'est aimable et séduisant, jamais, depuis sa plus grande jeunesse, il n'a fait un pas ou dit une parole sans avoir un projet, et jamais il n'eut un projet qui ne fût malhonnête ou criminel. Mon ami, vous me connaissez, vous savez si, des vertus que je tâche d'acquérir, l'indulgence n'est pas celle que je chéris le plus. Aussi, si Valmont était entraîné par des passions fougueuses, si, comme 1000 autres, il était séduit par les erreurs de son âge, en blâmant sa conduite, je plaindrais sa personne, et j'attendrais, en silence, le temps où un retour heureux lui rendrait l'estime des gens honnêtes. Mais Valmont n'est pas cela. Sa conduite est le résultat de ses principes. Il sait calculer tout ce qu'un homme peut se permettre d'horreur sans se compromettre. Et pour être cruel et méchant sans danger, il a choisi les femmes pour victimes. Je ne m'arrête pas à compter celles qu'il a séduites, mais combien n'en a-t-il pas perdu? Dans la vie sage et retirée que vous menez, ces scandaleuses aventures ne parviennent pas jusqu'à vous. Je pourrais vous en raconter qui vous feraient frémir. Mais vos regards, purs comme votre âme, seraient souillés par de semblables tableaux. Sûr que Valmont ne sera jamais dangereux pour vous, vous n'avez pas besoin de pareilles armes pour vous défendre. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que, de toutes les femmes auxquelles il a rendu des soins, succès ou non, il n'en est point qui n'ait eu à s'en plaindre. La seule marquise de Merteuil fait l'exception à cette règle générale. Seule, elle a su lui résister et enchaîner sa méchanceté. J'avoue que ce trait de sa vie est celui qui eût fait le plus d'honneur à mes yeux. Aussi a-t-il suffi pour la justifier pleinement aux yeux de tous, de quelques inconséquences qu'on avait à lui reprocher dans le début de son veuvage. Quoi qu'il en soit, ma belle amie, ce que l'âge, l'expérience et surtout l'amitié m'autorisent à vous représenter, c'est qu'on commence à s'apercevoir dans le monde de l'absence de Valmont. Et que, si on sait qu'il soit resté quelque temps en tiers entre sa tante et vous, votre réputation sera entre ses mains. Malheur le plus grand qui puisse arriver à une femme.
Je vous conseille donc d'engager sa tante à ne pas le retenir davantage. Et s'il s'obstine à rester, je crois que vous ne devez pas hésiter à lui céder la place. Mais pourquoi resterait-il? Que fait-il donc à cette campagne? Si vous faisiez épier ses démarches, je suis sûr que vous découvririez qu'il n'a fait que prendre un asile plus commode pour quelque noirceur qu'il médite dans les environs. Mais, dans l'impossibilité de remédier au mal, contentons-nous de nous en garantir. Adieu, ma belle amie. Voilà le mariage de ma fille un peu retardé. Le comte de Gercourt, que nous attendions d'un jour à l'autre, me mande que son régiment passe en Corse. Et comme il y a encore des mouvements de guerre, il lui sera impossible de s'absenter avant l'hiver. Parenthèse, le comte de Gercourt, il fait la guerre en Corse, et en fait c'est le moment où la France s'accapare la Corse. Voilà. Je reprends. Comme il y a encore des mouvements de guerre, il lui sera impossible de s'absenter avant l'hiver. Cela me contrarie, mais cela me fait espérer que nous aurons le plaisir de vous avoir à la noce. Et j'étais fâché qu'elle se fît sans vous. Adieu. Je suis, sans compliment comme sans réserve, entièrement à vous. PS. Rappelez-moi au souvenir de Madame de Rosemonde que j'aime toujours autant qu'elle le mérite. 2. Ce 11 août 1700. Lettre 10. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Me boudez-vous, vicomte? Ou bien êtes-vous mort? Ou, ce qui y ressemblerait beaucoup, ne vivez-vous plus que pour votre présidente? Cette femme qui vous a rendu les illusions de la jeunesse vous en rendra bientôt aussi les ridicules préjugés. Déjà vous voilà timide et esclave. Autant vaudrait être amoureux. Vous renoncez à vos heureuses témérités? Vous voilà donc vous conduisant sans principe et donnant tout au hasard, ou plutôt au caprice. Ne vous souvient-il plus que l'amour est, comme la médecine, seulement l'art d'aider à la nature? Vous voyez que je vous bats avec vos armes, mais je n'en prendrai pas d'orgueil, car c'est bien battre un homme à terre. Il faut qu'elle se donne, me dites-vous? Eh, sans doute, il le faut. Aussi se donnera-t-elle comme les autres, avec cette différence que ce sera de mauvaise grâce. Mais pour qu'elle finisse par se donner, le vrai moyen est de commencer par la prendre. Que cette ridicule distinction est bien un vrai déraisonnement de l'amour. Je dis l'amour car vous êtes amoureux. Vous parler autrement, ce serait vous trahir, ce serait vous cacher votre mal. Dites-moi donc, amant langoureux, ces femmes que vous avez eues, croyez-vous les avoir violées? Mais quelque envie qu'on ait de se donner, quelque pressé que l'on en soit, encore faut-il un prétexte? Et y en a-t-il de plus commode pour nous que celui qui nous donne l'air de céder à la force? Pour moi, je l'avoue, une des choses qui me flatte le plus est une attaque vive et bien faite, où tout se succède avec ordre, quoique avec rapidité, qui ne nous met jamais dans ce pénible embarras de réparer nous-mêmes une gaucherie dont, au contraire, nous aurions dû profiter, qui sait garder l'air de la violence jusque dans les choses que nous accordons, et flatter avec adresse nos deux passions favorites, la gloire de la défense et le plaisir de la défaite. Oh! Je conviens que ce talent rare, plus rare qu'on ne croit, m'a toujours fait plaisir, même alors qu'il ne m'a pas séduite, et que quelquefois il m'est arrivé de me rendre uniquement comme récompense. Tel dans nos anciens tournois, la beauté donnait le prix de la valeur et de l'adresse. Mais vous, vous qui n'êtes plus vous,
Vous vous conduisez comme si vous aviez peur de réussir. Et, depuis quand voyagez-vous à petites journées par des chemins de traverse? Mon ami, quand on veut arriver, des chevaux de poste et la grande route. Parenthèse, hein, des chevaux de poste, parce qu'à l'époque, la poste, c'est par chevaux, quoi. Mon ami, quand on veut arriver, on y va à fond, hein, comme les chevaux de la poste, quoi. Quand on veut arriver, des chevaux de poste et la grande route. Point d'exclamation. Mais laissons ce sujet qui me donne d'autant plus d'humeur qu'il me prive du plaisir de vous voir. Au moins, écrivez-moi plus souvent que vous ne faites, et mettez-moi au courant de vos progrès. Savez-vous que voilà près de 15 jours que cette ridicule aventure vous occupe, et que vous négligez tout le monde? À propos de négligence, vous ressemblez aux gens qui envoient régulièrement savoir des nouvelles de leurs amis malades, mais qui ne se font jamais rendre la réponse. Vous finissez votre dernière lettre par me demander si le chevalier est mort. Je ne réponds pas, et vous ne vous en inquiétez pas davantage. Ne savez-vous plus que mon amant est votre ami né? Ami, né, il est né votre ami. Je reprends. Ne savez-vous pas que mon amant est votre ami né? Mais rassurez-vous, il n'est point mort. Ou s'il l'était, ce serait de l'excès de sa joie. Ce pauvre chevalier, comme il est tendre, comme il est fait pour l'amour, comme il sait sentir vivement, la tête m'en tourne. Sérieusement, le bonheur parfait qu'il trouve à être aimé de moi m'attache véritablement à lui. Ce même jour où je vous écrivais que j'allais travailler à notre rupture, combien je le rendis heureux? Je m'occupais pourtant tout de bon des moyens de le désespérer quand on me l'annonça. Soit caprice ou raison, jamais il ne me parut si bien. Je le reçus cependant avec humeur. Il espérait passer 2 heures avec moi avant celle où ma porte serait ouverte à tout le monde. Je lui dis que j'allais sortir. Il me demanda où j'allais. Je refusai de le lui apprendre. Il insista. « Où vous ne serez pas ?» repris-je avec aigreur. Heureusement pour lui, il resta pétrifié de cette réponse. Car, s'il lui dit un mot, il s'ensuivait immanquablement une scène qui eût amené la rupture que j'avais projetée. Étonné de son silence, je jetai les yeux sur lui sans autre projet, je vous jure, que de voir la mine qu'il faisait. Je retrouvai sur cette charmante figure cette tristesse à la fois profonde et tendre, à laquelle vous-même êtes convenu qu'il était si difficile de résister. La même cause produisit le même effet. Je fus vaincu une seconde fois. Dès ce moment, je ne m'occupais plus que des moyens d'éviter qu'il pût me trouver un tort. « Je sors pour affaire, » lui dis-je avec un air un peu plus doux. « Et même cette affaire vous regarde, mais ne m'interrogez pas. Je souperai chez moi. Revenez et vous serez instruit. » Alors il retrouva la parole, mais je ne lui permis pas d'en faire usage. « Je suis très pressé, » continuai-je. « Laissez-moi. À ce soir. » Il baisa ma main et sortit. Aussitôt, pour le dédommager, peut-être pour me dédommager moi-même, je me décide à lui faire connaître ma petite maison dont il ne se doutait pas. Parenthèse, la petite maison, c'est une expression de l'époque. C'est un petit logement caché, une garçonnière, on pourrait dire. Un petit logement caché dans lequel les libertins ou les libertines font leurs petites affaires à l'abri, n'est-ce pas? Bref, je me décide à lui faire connaître ma petite maison dont il ne se doutait pas. J'appelle ma fidèle Victoire. J'ai ma migraine, je me couche pour tous mes gens, et, resté enfin seul avec la véritable, tandis qu'elle se travestit en laquais, je fais une toilette de femme de chambre. Elle fait ensuite venir un fiacre à la porte de mon jardin, et nous voilà partis. Arrivé dans ce temple de l'amour, je choisis le déshabillé le plus galant. Celui-ci est délicieux. Il est de mon invention,
Il ne laisse rien voir et pourtant fait tout deviner. Je vous en promets un modèle pour votre présidente, quand vous l'aurez rendu digne de le porter. » Après ces préparatifs, pendant que Victoire s'occupe des autres détails, je lis un chapitre du Sofa, une lettre d'Héloïse et 2 contes de La Fontaine, pour recorder les différents tons que je voulais prendre. Petite parenthèse, donc un chapitre du Sofa, c'est un texte de Crébillon, donc il y a les contes de La Fontaine, et elle dit une lettre d'Héloïse. Elle fait référence à La Nouvelle Héloïse, qui est un roman épistolaire de Rousseau, qui à l'époque fait un gros carton en France. Et en fait, c'est une des grosses inspirations de Laclos, quand il écrit ce texte. Clairement, il en fait référence tout le temps et tout. Et après, c'est une histoire de... c'est une jeune femme qui aime un homme, mais l'écart de classe sociale rend cet amour impossible. Et voilà, ce genre de... On la force à se marier à un autre homme. Ce genre d'histoire un peu typique. Je connais pas assez bien pour en parler plus, mais ça me paraissait notable de le dire. Voilà, je reprends. Je lis un chapitre du Sofa, une lettre d'Héloïse et 2 contes de La Fontaine, pour recorder les différents tons que je voulais prendre. Cependant, mon chevalier arrive à ma porte avec l'empressement qu'il a toujours. Mon Suisse la lui refuse et lui apprend que je suis malade. Premier incident. Il lui remet en même temps un billet de moi, mais non de mon écriture, suivant ma prudente règle. Il l'ouvre et y trouve, de la main de Victoire, à 9 heures précises, au boulevard, devant les cafés. Il s'y rend, et là, un petit laquais qu'il ne connaît pas, qu'il croit au moins ne pas connaître, car c'était toujours Victoire, vient lui annoncer qu'il faut renvoyer sa voiture et le suivre. Toute cette marche romanesque lui échauffait la tête d'autant, et la tête échauffée ne nuit à rien. Il arrive enfin, et la surprise et l'amour causaient en lui un véritable enchantement. Pour lui donner le temps de se remettre, nous nous promenons un moment dans le bosquet. Puis je le ramène vers la maison. Il voit d'abord 2 couverts mis, ensuite un lit fait. Nous passons jusqu'au boudoir qui était dans toute sa parure. Là, moitié réflexion, moitié sentiment, je passais mes bras autour de lui et me laissais tomber à ses genoux. « Oh mon ami, lui dis-je, pour pouvoir te ménager la surprise de ce moment, je me reproche de t'avoir affligé par l'apparence de l'humeur, d'avoir pu un instant voiler mon cœur à tes regards. Pardonne-moi mes torts, je veux les expier à force d'amour. » Vous jugez de l'effet de ce discours sentimental. L'heureux chevalier me releva, et mon pardon fut scellé sur cette même ottomane où vous et moi scellâmes si gaiement et de la même manière notre éternelle rupture. Parenthèse, une ottomane, c'est... à l'époque, c'est un lit. Hein. Comme nous avions 6 heures à passer ensemble, et que j'avais résolu que tout ce temps fût pour lui également délicieux, je modérais ses transports, et l'aimable coquetterie vint remplacer la tendresse. Je ne crois pas avoir jamais mis tant de soin à plaire, ni avoir été jamais aussi contente de moi. Après le souper, tour à tour enfant et raisonnable, folâtre et sensible, quelquefois même libertine, je me plaisais à le considérer comme un sultan au milieu de son sérail, dont j'étais tour à tour les favorites différentes. En effet, ces hommages réitérés, quoique toujours reçus par la même femme, le furent toujours par une maîtresse nouvelle. Enfin, au point du jour, il fallut se séparer, et, quoi qu'il dît, quoi qu'il fît même pour me prouver le contraire, il en avait autant de besoin que peu d'envie. Au moment où nous sortîmes, et pour dernier adieu, je pris la clé de cet heureux séjour, et, la lui remettant entre les mains, « Je ne l'ai eu que pour vous, lui dis-je.
il est juste que vous en soyez maître. C'est au sacrificateur à disposer du temple. C'est par cette adresse que j'ai prévenu les réflexions qu'aurait pu lui faire naître la propriété, toujours suspecte, d'une petite maison. Je le connais assez pour être sûr qu'il ne s'en servira que pour moi, et si la fantaisie me prenait d'y aller sans lui, il me reste bien une double des clés. Il voulait à toute force prendre jour pour y revenir, mais je l'aime trop encore pour vouloir l'user si vite. Il ne faut se permettre d'excès qu'avec les gens qu'on veut quitter bientôt. Il ne sait pas cela, lui, mais pour son bonheur, je le sais pour deux. Je m'aperçois qu'il est 3 heures du matin et que j'ai écrit un volume, ayant le projet de n'écrire qu'un mot. Tel est le charme de la confiante amitié. C'est elle qui fait que vous êtes toujours ce que j'aime le mieux. Mais, en vérité, le chevalier est ce qui me plaît davantage. Ce 12 août 1700. Lettre 11. La présidente de Tourvel à Madame de Volanges. Votre lettre sévère m'aurait effrayé, madame, si par bonheur je n'avais trouvé ici plus de motifs de sécurité que vous ne m'en donnez de crainte. Ce redoutable monsieur de Valmont, qui doit être la terreur de toutes les femmes, paraît avoir déposé ses armes meurtrières à l'entrée du château. Loin d'y former des projets, il n'y a pas même porté de prétention, et la qualité d'homme aimable que ses ennemis même lui accordent disparaît presque ici pour ne lui laisser que celle de bon enfant. C'est apparemment l'air de la campagne qui a produit ce miracle. Ce que je puis vous assurer, c'est qu'étant sans cesse avec moi, paraissant même s'y plaire, il ne lui est pas échappé un mot qui ressemble à l'amour. Pas une de ces phrases que tous les hommes se permettent sans avoir comme lui ce qu'il faut pour les justifier. Jamais il n'oblige à cette réserve dans laquelle toute femme qui se respecte est forcée de se tenir aujourd'hui pour contenir les hommes qui l'entourent. Il sait ne point abuser de la gaieté qu'il inspire. Il est peut-être un peu louangeur, mais c'est avec tant de délicatesse qu'il accoutumerait la modestie même à l'éloge. Enfin, si j'avais un frère, je désirerais qu'il fût tel que monsieur de Valmont se montre ici. Peut-être beaucoup de femmes lui désireraient une galanterie plus marquée, et j'avoue que je lui sais un gré infini d'avoir su me juger assez bien pour ne pas me confondre avec elle. Ce portrait diffère beaucoup sans doute de celui que vous me faites, et, malgré cela, tous deux peuvent être ressemblants en fixant les époques. Lui-même convient avoir eu beaucoup de torts, et on lui en aura bien aussi prêté quelques-uns, mais j'ai rencontré peu d'hommes qui parlassent des femmes honnêtes avec plus de respect, je dirais presque d'enthousiasme. Vous m'apprenez qu'au moins sur cet objet il ne trompe pas. Sa conduite avec madame de Merteuil en est une preuve. Il nous en parle beaucoup, et c'est toujours avec tant d'éloges et l'air d'un attachement si vrai que j'ai cru, jusqu'à la réception de votre lettre, que ce qu'il appelait amitié entre deux était bien réellement de l'amour. Je m'accuse de ce jugement téméraire, dans lequel j'ai eu d'autant plus de tort que lui-même a pris souvent le soin de la justifier. J'avoue que je ne regardais que comme finesse ce qui était de sa part une honnête sincérité. Je ne sais, mais il me semble que celui qui est capable d'une amitié aussi suivie pour une femme aussi estimable n'est pas un libertin sans retour. J'ignore au reste si nous devons la conduite sage qu'il tient ici à quelques projets dans les environs, comme vous le supposez. Il y a bien quelques femmes aimables à la ronde, mais il sort peu, excepté le matin, et alors il dit qu'il va à la chasse. Il est vrai qu'il rapporte rarement du gibier, mais il assure qu'il est maladroit à cet exercice. D'ailleurs, ce qu'il peut faire au dehors m'inquiète peu, et si je désirais le savoir, ce ne serait que pour avoir une raison de plus de me rapprocher de votre avis ou de vous ramener au mien. Sur ce que vous me proposez de travailler à abréger le séjour que monsieur de Valmont compte faire ici, il me paraît bien difficile d'oser demander à sa tante de ne pas avoir son neveu chez elle,
d'autant qu'elle l'aime beaucoup. Je vous promets pourtant, mais seulement par déférence et non par besoin, de saisir l'occasion de faire cette demande, soit à elle, soit à lui-même. Quant à moi, monsieur de Tourvel est instruit de mon projet de rester ici jusqu'à son retour, et il s'étonnerait, avec raison, de la légèreté qui m'en ferait changer. Voilà, madame, de bien longs éclaircissements, mais j'ai cru devoir à la vérité un témoignage avantageux à monsieur de Valmont, et dont il me paraît avoir grand besoin auprès de vous. Je n'en suis pas moins sensible à l'amitié qui a dicté vos conseils. C'est à elle que je dois aussi ce que vous me dites d'obligeant à l'occasion du retard du mariage de mademoiselle votre fille. Je vous en remercie bien sincèrement, mais quelque plaisir que je me promette à passer ces moments avec vous, je les sacrifierai de bien bon cœur au désir de savoir mademoiselle de Volanges plutôt heureuse, si pourtant elle peut jamais l'être plus qu'auprès d'une mère si digne de toute sa tendresse et de tout son respect. On respire. Je partage avec elle ces deux sentiments qui m'attachent à vous, et je vous prie d'en recevoir l'assurance avec bonté. J'ai l'honneur d'être, etc. De ce 13 août 1700 ou quelque chose. Lettre 12. Cécile Volanges à la marquise de Merteuil. Maman est incommodée, madame. Elle ne sortira point, et il faut que je lui tienne compagnie. Ainsi je n'aurai pas l'honneur de vous accompagner à l'opéra. Je vous assure que je regrette bien plus de ne pas être avec vous que le spectacle. Je vous prie d'en être persuadé. Je vous aime tant. Voudriez-vous bien dire à monsieur le chevalier d'Ancenis que je n'ai point le recueil dont il m'a parlé, et que s'il peut me l'apporter demain, il me fera grand plaisir? S'il vient aujourd'hui, on lui dira que nous n'y sommes pas, mais c'est que maman ne veut recevoir personne. J'espère qu'elle se portera mieux demain. J'ai l'honneur d'être, etc., etc. De ce 13 août 1700 quelque chose. Lettre 13. La marquise de Merteuil à Cécile Volanges. Je suis très fâché, ma belle, et d'être privé du plaisir de vous voir, et de la cause de cette privation. J'espère que cette occasion se retrouvera. Je m'acquitterai de votre commission auprès du chevalier d'Ancenis, qui sera sûrement très fâché de savoir votre maman malade. Si elle veut me recevoir demain, j'irai lui tenir compagnie. Nous attaquerons, elle et moi, le chevalier de Belleroche au piquet, et, en lui gagnant son argent, nous aurons, pour surcroît de plaisir, celui de vous entendre chanter avec votre aimable maître à qui je le proposerai. Si cela convient à votre maman et à vous, je réponds de moi et de mes deux chevaliers. Adieu, ma belle. Mes compliments à ma chère madame de Volanges. Je vous embrasse bien tendrement. De ce 13 août 1700. Lettre 14. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Je ne t'ai pas écrit hier, ma chère Sophie, mais ce n'est pas le plaisir qui est en cause, je t'en assure bien. Maman était malade, et je ne l'ai pas quittée de la journée. Le soir, quand je me suis retiré, je n'avais cœur à rien du tout, et je me suis couché bien vite pour m'assurer que la journée était finie. Jamais je n'en avais passé de si longue. Ce n'est pas que je n'aime bien maman, mais je ne sais pas ce que c'était. Je devais aller à l'opéra avec madame de Merteuil. Le chevalier d'Ancenis devait y être. Tu sais bien que ce sont les deux personnes que j'aime le mieux. Quand l'heure où j'aurais dû y être aussi est arrivée, mon cœur s'est serré malgré moi. Je me déplaisais à tout, et j'ai pleuré, sans pouvoir m'en empêcher. Heureusement, maman était couchée et ne pouvait pas me voir. Je suis bien sûr que le chevalier d'Ancenis aura été fâché aussi. Mais il aura été distrait par le spectacle et par tout le monde, c'est bien différent. Par bonheur, maman va mieux aujourd'hui, et madame de Merteuil viendra avec une autre personne et le chevalier d'Ancenis.
Mais elle arrive toujours bien tard, Madame de Merteuil, et quand on est si longtemps toute seule, c'est bien ennuyeux. Il n'est encore qu'11 heures. Il est vrai qu'il faut que je joue de la harpe, et puis ma toilette me prendra un peu de temps, car je veux être bien coiffée aujourd'hui. Je crois que la mère perpétue a raison, et qu'on devient coquette dès qu'on est dans le monde. Je n'ai jamais eu tant d'envie d'être jolie que depuis quelques jours, et je trouve que je ne le suis pas autant que je le croyais. Et puis, auprès des femmes qui ont du rouge, on perd beaucoup. Madame de Merteuil, par exemple, je vois bien que tous les hommes la trouvent plus jolie que moi. Cela ne me fâche pas beaucoup parce qu'elle m'aime bien. Et puis, elle assure que le chevalier d'Ancenis me trouve plus jolie qu'elle. C'est bien honnête à elle de me l'avoir dit. Elle avait même l'air d'en être bien aise. Par exemple, je ne conçois pas ça. C'est qu'elle m'aime tant. Et lui, oh, ça m'a fait bien plaisir. Aussi, c'est qu'il me semble que rien que le regarder suffit pour embellir. Je le regarderais toujours si je ne craignais de rencontrer ses yeux, car toutes les fois que cela m'arrive, cela me décontenance et me fait comme de la peine. Mais ça ne fait rien. Adieu, ma chère amie, je vais me mettre à ma toilette. Je t'aime toujours, comme de coutume. Paris, ce 4 août 1700. Lettre 15. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Il est bien honnête à vous de ne pas m'abandonner à mon triste sort. La vie que je mène ici est réellement fatigante par l'excès de son repos et son insipide uniformité. En lisant votre lettre et le détail de votre charmante journée, j'ai été tenté 20 fois de prétexter une affaire, de voler à vos pieds et de vous y demander, en ma faveur, une infidélité à votre chevalier qui, après tout, ne mérite pas son bonheur. Savez-vous que vous m'avez rendu jaloux de lui ? Que me parlez-vous d'éternelle rupture ? J'abjure ce serment prononcé dans le délire. Nous n'aurions pas été dignes de le faire, si nous eussions dû le garder. Ah ! Que je puisse un jour me venger dans vos bras du dépit involontaire que m'a causé le bonheur du chevalier. Je suis indigné, je l'avoue, quand je songe que cet homme, sans raisonner, sans se donner la moindre peine, en suivant tout bêtement l'instinct de son cœur, trouve une félicité à laquelle je ne puis atteindre. Oh, je la troublerai. Promettez-moi que je la troublerai. Vous-même, n'êtes-vous pas humilié ? Vous vous donnez la peine de le tromper, et il est plus heureux que vous. Vous le croyez dans vos chaînes ? C'est bien vous qui êtes dans les siennes. Il dort tranquillement, tandis que vous veillez pour ses plaisirs. Que ferait de plus son esclave ? Tenez, ma belle amie, tant que vous vous partagez entre plusieurs, je n'ai pas la moindre jalousie. Je ne vois alors dans vos amants que les successeurs d'Alexandre, incapables de conserver entre tous cet empire où je régnais seul. Mais que vous vous donniez entièrement à un d'eux, qu'il existe un autre homme aussi heureux que moi, je ne le souffrirai pas. N'espérez pas que je le souffre. Ou reprenez-moi, ou au moins prenez-en un autre. Et ne trahissez pas, par un caprice exclusif, l'amitié inviolable que nous nous sommes jurés. C'est bien assez, sans doute, que j'ai à me plaindre de l'amour. Vous voyez que je me prête à vos idées et que j'avoue mes torts. En effet, si c'est être amoureux que de ne pouvoir vivre sans posséder ce qu'on désire, d'y sacrifier son temps, ses plaisirs, sa vie, je suis bien réellement amoureux. Je n'en suis guère plus avancé. Je n'aurais même rien du tout à vous apprendre à ce sujet, sans un événement qui me donne beaucoup à réfléchir et dont je ne sais encore si je dois craindre ou espérer. Vous connaissez mon chasseur, trésor d'intrigue, un vrai valet de comédie ? Parenthèse, le chasseur, c'est un domestique qui s'occupe de la chasse. Je reprends. Vous connaissez mon chasseur, trésor d'intrigue, un vrai valet de comédie.
Vous jugez bien que ses instructions portaient d'être amoureux de la femme de chambre et d'enivrer les gens. Le coquin est plus heureux que moi, il a déjà réussi. Il vient de découvrir que Madame de Tourvel a chargé un de ses gens de prendre des informations sur ma conduite, et même de me suivre dans mes courses du matin, autant qu'il le pourrait sans être aperçu. Que prétend cette femme? Ainsi donc, la plus modeste de toutes ose encore risquer des choses qu'à peine nous oserions nous permettre. Je jure bien. Mais, avant de songer à me venger de cette ruse féminine, occupons-nous des moyens de la tourner à notre avantage. Jusqu'ici, ces courses qu'on suspecte n'avaient aucun objet. Il faut leur en donner un. Cela mérite toute mon attention, et je vous quitte pour y réfléchir. Adieu, ma belle amie. Toujours du château de papa, on sait pas, ce 15 août 1700 quelque chose.